Vous écoutez Paillettes et Préjugés, le premier podcast sur le genre et l'intimité des enfants. Comme moi! Pour conclure ce hors-série Bienvenue bébé, nous partons à la rencontre de Félix, un enfant trans qui avait 8 ans au moment de l'enregistrement de cet épisode en 2023. C'est un épisode que je chéris particulièrement, et vous allez comprendre pourquoi en l'écoutant. Mais il m'a toujours frustrée, parce qu'à cause de la distance, Félix vit à New York, j'ai jamais pu le rencontrer. En avril dernier, Félix et Anna étaient à Paris, et j'ai eu la chance de déjeuner avec elles. On s'est assises tous les trois dans un restaurant. On a commandé et Anna a lancé la conversation en pointant à Félix nos points communs. Je me rappelle exactement ce qu'elle a dit. « Tu sais Félix, je pense que vous allez bien vous entendre. Vous êtes tous les deux trans avec un TDAH. » Cette phrase, elle est restée dans ma tête bien après le retour de Félix à New York. Ça me fait toujours bizarre quand les gens me décrivent comme trans. Je me sens illégitime à être définie ainsi. J'ai comme l'impression de ne pas avoir suffisamment souffert, de ne pas avoir suffisamment changé mon corps, mon prénom, mes pronoms, ma vie, quoi. Et je sais bien que c'est pas entièrement vrai, que j'ai toujours eu un rapport à mon corps et à mon genre étrange, que j'ai été moquée, raillée, harcelée toute ma jeunesse, que j'ai changé mon apparence progressivement, que j'ai fait de multiples coming out, que parfois j'ai souffert des réactions des autres, et qu'aujourd'hui je suis constamment mégenrée lorsque les gens disent à Jo « Demande à ta maman ». Qu'est-ce que je déteste cette phrase ? Je sais tout ça, mais je me sens quand même perdue quelque part entre les personnes cisgenres qui ne me comprennent pas et les autres personnes trans qui souffrent plus que moi. Pourtant, récemment, j'ai décidé de m'identifier comme trans. Parce que c'est la vérité, être non-binaire, et plus particulièrement agenre, c'est refuser son genre assigné à la naissance, c'est donc être trans. Et parce que me dire trans m'aide à trouver ma place. Mais aussi parce que j'ai envie qu'on comprenne que la transidentité ne se définit ni par des souffrances passées, ni par des discriminations et difficultés actuelles. Félix, plus que n'importe qui d'autre, m'a permis de comprendre que les personnes trans n'ont pas à souffrir pour exister. Avant de vous laisser avec Félix et Anna, je voulais vous rappeler que Paillettes et Préjugés est un podcast indépendant, gratuit et sans publicité. Il existe grâce à vos dons. Donc, si vous voulez de nouveaux épisodes, et bien sûr, si vous le pouvez, allez tout de suite sur Ulule. Le lien est en description du podcast. En plus, en y contribuant, vous pouvez rejoindre la communauté WhatsApp de Paillettes et Préjugés. Anna y répond souvent aux questions des abonnés, et vous allez voir dans cet épisode que tout ce qu'elle dit est juste génial. Allez, c'est parti! Bonne écoute! Aujourd'hui en France, quand on est parent d'un enfant qui ne rentre pas dans les normes de genre, et qu'on ne veut pas étouffer sa différence, il faut souvent éduquer son entourage aux questions de genre, notamment le personnel éducatif. Les profs ne sont pas formés à ces enjeux, ou à peine. Et il n'y a pas encore de programme de l'éducation nationale pour apprendre aux enfants qu'ils ont le droit de jouer avec la cage genrée qui leur a été assignée, d'en redessiner les contours, de repousser ses limites, voire même d'en sortir. Mais c'est pas le cas partout. Ailleurs, dans d'autres pays, dans certaines villes ou dans certaines écoles, les études sur le genre font partie de la formation du personnel, et même parfois du programme scolaire. Et ça ouvre des espaces d'exploration et d'épanouissement pour les enfants. Pour ce tout dernier épisode, j'ai voulu vous faire entendre l'histoire d'un enfant qui a eu la possibilité d'exprimer très tôt sa différence, grâce au soutien de son entourage et à un cadre adapté. Dans la ville de New York, le genre est au programme scolaire depuis une décennie.
et la discussion sur l'accompagnement des enfants dont l'expression ou l'identité de genre est atypique, est plus avancée qu'en France. J'ai découvert ça grâce à Anna. Je m'appelle Anna Rascott-Paz, je suis productrice digitale à la radio publique de New York. Et on habite Brooklyn avec mon époux Jason et mes enfants Félix et Luz. Et ça fait, moi, française, 12 ans que je suis aux États-Unis et les enfants sont nés ici. Si Anna connaît bien le sujet, c'est qu'elle est le parent de Félix. Je m'appelle Félix, j'ai 8 ans et j'habite à Brooklyn. J'ai une sœur jumelle qui s'appelle Luz. J'ai une chienne qui s'appelle Mimolette et une chatte qui s'appelle Samosa. J'ai rencontré Anna et Félix par le bouche à oreille. Au début, j'étais une fille et maintenant, je suis un garçon. Avant de vous parler de la façon dont la transition de genre de Félix a été accueillie par son école, je vais vous en dire un peu plus sur son histoire et celle de sa sœur jumelle, Luz. À leur naissance, leurs parents, Anna et Jason, savaient qu'elles voulaient les protéger des stéréotypes de genre. Alors, elles ont choisi des vêtements et des jouets les moins genrés possibles. Résultat, pour les gens qui nous rencontraient, les gens dans la rue, ou quand on arrivait à l'école, ou quand on arrivait à la nouvelle crèche, etc., c'était pas clair le sexe des enfants, et pour nous, c'était pas forcément un problème, en fait. Voilà. Selon Anna, c'est surtout Félix qui créait de la confusion. Il s'incrustait très très vite dans les jeux de ballon des plus grands. Toujours attiré par les plus grands, toujours attiré par les groupes de garçons en particulier. Alors que Luz était plus... Elle pouvait s'occuper plus longtemps sur des choses peut-être un peu plus... Enfin, tout ce qui est la motricité fine, tout ce qui est... les livres, elle adorait ça déjà. Ils avaient des activités et des intérêts vraiment très très différents dès le début, quoi. Les gens le prenaient souvent pour un garçon. Et moi, j'étais toujours dire, mais non, c'est... Et j'étais très fière de dire, ma gamine est capable de suivre, quoi. Ma gamine est capable de... Voilà, donc c'est bien la preuve que si on est capable de regarder un enfant sans le filtre du genre, que finalement, il n'y a pas de grande différence entre les sexes, quoi. En tout cas, à l'âge où ils étaient, quoi. Lorsque Félix a commencé les jeux d'imitation, quelque chose de nouveau est apparu. Luz, elle a commencé très très tôt à entraîner Félix dans des jeux d'imagination, en fait. Donc moi je suis je sais pas, la maman, je suis la grande sœur, je suis la petite fille, je suis la petite chatte, enfin voilà, donc elle se genrait elle naturellement. J'ai envie de dire, ça arrivait un peu avant l'âge de 2 ans, c'est arrivé très très vite. Et on voyait Félix qui réagissait en face en disant, moi je suis le papa, je suis le bébé garçon, je suis le petit frère, etc. Donc on voyait qu'il y a une espèce de différenciation qui s'est opérée tout de suite. Et on sentait bien que Félix se sentait plus à l'aise dans des situations et dans des contextes qu'on peut comprendre traditionnellement par masculin, en fait. Ce que je dois aussi dire, c'est qu'il s'intéressait aussi plus que sa sœur à des jeux peut-être plus traditionnellement féminins. Son grand jeu, c'était de porter sa poupée bébé sur lui comme moi je les avais portées sur moi avant, quoi. Et d'être le papa. Voilà. Donc lui, il voulait être le papa. Donc vraiment, il jouait un peu sur tous les tableaux, mais toujours du point de vue masculin du truc, en fait. À cette période, surtout pendant le bain, Félix et Luz commencent à lui poser des questions sur les organes génitaux. Et Anna leur répond ouvertement. Et je me souviens d'avoir eu des conversations avec eux où je leur disais que certaines personnes ont des pénis, certaines personnes ont des vulves, et que la plupart des personnes qui ont des vulves sont des filles, et que la plupart des personnes qui ont des pénis sont des garçons. Mais qu'il y a quelques filles qui ont des pénis et quelques garçons qui ont des vulves. Et je dois dire quand même aussi qu'à l'école, ça fait partie des programmes obligatoires de la ville de New York au niveau public. Et donc très vite, ils ont su que finalement, sans mettre les mots genre et sexe sur ces conversations-là, ils ont su très vite que finalement, les aspects externes, enfin les caractéristiques sexuelles externes d'une personne ne définissent pas forcément comment cette personne peut se sentir. Anna leur explique aussi qu'on n'a pas nécessairement besoin de devenir un garçon
pour jouer au papa ou s'intéresser au sport. J'essayais, moi, de lui présenter un exemple de femme ou de fille qui peut s'intéresser à ce genre de choses. C'est pas parce que je suis une fille que je m'intéresse pas au foot, c'est pas parce que je suis une fille que je suis pas capable de faire ça, etc., etc., etc. Elle s'est pas mal appuyée sur des livres qui abordaient le sujet. En France, on a notamment Les filles et les garçons peuvent le faire aussi, de Sophie Gourion et Isabelle Maroger, ou Tu peux, de Élise Gravel. Les mots étaient extrêmement simples à ce moment-là. C'est pas, je ne parle pas de thèse et de dissertation sur le genre à l'âge de 2 ans, quoi. Mais c'est vrai que c'est arrivé très vite. Et puis, à l'âge de 3 ans et demi, pour son entrée en maternelle, Félix demande une coupe de cheveux de garçon. Il a fait sa rentrée avec les cheveux super courts et puis une robe rose, quoi. Ça l'a pas gêné. Et puis, 1 mois et demi plus tard, on avait une amie qui se mariait. Et elle avait demandé à ce que les enfants soient ses demoiselles d'honneur. Voilà. Donc, la maman de la mariée avait fait 2 petites robes. Et alors, ils étaient tous les deux hyper contents de faire partie du mariage, de faire partie de la procession, etc. Mais quand la mère de la mariée envoie les photos des robes à Félix et Luz, alors là, Félix s'effondre. Mais littéralement s'effondre, quoi. Genre, il est tombé par terre, les fesses par terre, avec un sanglot de désespoir. Il me dit, mais je peux pas porter ça. Je suis, ah bon, pourquoi? Il me dit, parce que je suis un garçon. Donc c'était à 3 ans et 10 mois. Et je lui dis, ah bon? Et il me dit, oui, enfin, les garçons portent pas de robe, quoi, voilà. Et je lui dis, ok, d'accord. Et je lui dis, écoute, tu sais, si tu veux pas porter la robe, tu porteras pas de robe, c'est pas grave. Et tout de suite, il m'a regardé, et puis il était pas sûr. Et là, j'ai compris il était pas sûr de ma réaction. C'est sorti de manière tellement énorme et tellement spontanée, et que je me suis demandé s'il avait pas gardé ça pour lui pendant longtemps, quoi. le mariage arrive. Pour remercier Félix et Luz de leur participation, la mariée leur offre un déguisement. Pour Félix, c'est le costume de son personnage préféré du dessin animé Pyjamasque. Un garçon qui devient un héros masqué la nuit. Il est tombé par terre en disant, mais je peux vraiment porter ça? Je fais, mais bien sûr, si tu veux. Et il a décidé, il me dit, très bien, je vais porter la robe, mais est-ce que je peux me changer après le mariage? Et c'est ce qu'il a fait. Et effectivement, voilà, il a mis sa il a mis sa robe. Maintenant, je rigole parce que ça paraît tellement absurde. Enfin, le connaissant aujourd'hui, il a mis sa robe, et dès que la cérémonie, il a disparu sous une table, il s'est changé, quoi. Et après, il n'y a pas eu de retour en arrière, quoi. À partir de là, c'était bon, quoi. Parce qu'on est arrivé le lundi d'après à l'école, et il a absolument tenu à arriver déguisé en pyjamasque, et on a expliqué à la maîtresse, on dit, écoutez, voilà, elle veut absolument porter ce costume, et on pense qu'elle essaye de nous dire quelque chose. Et la maîtresse, à l'époque, n'a même pas scié, elle a dit, ok, pas de problème. Je savais que les enseignants étaient formés dans cette école-là, qu'ils avaient souvent des séminaires et des séances de formation pour parler de l'identité, pour parler du genre, pour parler aussi des familles homoparentales. Et donc, voilà, il a pu se présenter à ce moment-là dans son costume de pyjamasque. Dans les mois qui suivent, Anna et Jason laissent Félix les guider. Et la suite, c'est Félix qui va nous la raconter. Oui, j'étais dans un bain et j'ai demandé à ma maman, je veux un prénom juste pour les garçons. Et on a regardé sur l'internet et on a trouvé beaucoup de noms. Et on a fait ça pendant, je sais pas, j'ai envie de dire 1 heure, 2 heures, toujours rien. Et puis au bout d'un moment, je ferme mon téléphone et je lui fais, écoute, est-ce que tu veux savoir les prénoms que vous auriez eu si vous aviez eu des pénis? Et il me dit, ouais. Et je lui dis, voilà, ta sœur se serait appelée Léo, et toi tu te serais appelé Félix. Et il me dit, mais ça veut dire quoi? Et je lui dis, Félix, ça veut dire heureux, ou chanceux, et Léo, ça veut dire lion. Et il me dit, donc Félix et Léo ensemble, ça veut dire lion heureux? Je fais, ouais. Il me dit, bon, c'est mon prénom, voilà.
Pendant un temps, Félix garde ses prénoms pour lui. Jusqu'à un samedi matin de février. Et j'oublierai vraiment jamais. C'était un samedi, on est allé bruncher dans un petit resto à côté, là. Et puis à un moment donné, on finit de manger, et puis je lui ai dit, est-ce que tu peux aller demander à la dame si elle peut nous donner une boîte pour les restes, qu'on puisse les ramener à la maison. Alors il est allé au fond du resto, et il demande à la dame, voilà, et la dame lui dit, You're such a good boy. Et ça me donne envie de pleurer. Il est revenu. Il est revenu, il avait un sourire. Je l'avais jamais vu sourire comme ça. Et lui me dit, elle vient de me dire que je suis un good boy. Il m'a dit que j'étais un garçon. Je fais, ah bon? Il me dit, ouais. Et il me dit, maman, je suis un garçon. Et je fais, mais oui. Et il me dit, est-ce que je peux dire aux gens que je suis un garçon? Je fais, mais oui. Il me dit, est-ce que je peux dire aux gens que je m'appelle Félix? Je fais, oui, si tu veux. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Et ce qu'il voulait dire, en fait, c'est qu'il est allé se présenter à toutes les tables. Il est allé se présenter à toutes les tables. Il est allé dire à tous les gens qui étaient assis dans le restaurant, les gens au bar, les gens... à toutes les tables à côté de nous. Dans un tout petit restaurant bondé, en plus, c'était ça qui était drôle. Il faisait super froid dehors, parce qu'on était au mois de février. Et il est allé leur dire à tous, My name is Felix and I'm a boy. Et les gens le regardaient. Oh bah c'est bien. Parce qu'à ce moment-là, déjà, il passait complètement, évidemment, physiquement. Enfin, son aspect était très masculin, déjà. J'ai eu la sensation qu'il allait exploser de bonheur. Et moi aussi. Moi aussi, j'ai ressenti ce qu'il ressentait, quoi. C'était très, très émouvant. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, il s'en souvient même plus. Sur le chemin du retour, il me tenait la main et il sautait. Enfin, c'était vraiment... Il avait du mal à se contenir. Et il me disait, maman, je veux qu'on fasse une fête. Je veux qu'on invite tout le monde et je veux que tu écrives une pancarte où tu dises que mon fils s'appelle Félix et c'est un garçon. Il voulait l'annoncer à tout le monde. C'était dingue. C'était dingue. À partir de ce moment, Jason et Anna l'ont accompagné dans sa transition sociale, c'est-à-dire le fait de se présenter au monde comme étant d'un autre genre que celui assigné à la naissance. Ce qu'on remarquait chez lui à chaque fois qu'il faisait un pas en avant, en fait, c'était cette explosion de joie. C'est fou ce que ça fait. C'était cette explosion de joie, c'était ce sentiment de possibilité, en fait, pour lui, que c'était ça que j'ai ressenti chez lui. C'est ça qui nous a guidés. Et je lui dis, comment est-ce que tu prives un gamin de ça? Je sais pas. Pour moi, c'était pas possible, c'était pas envisageable. De l'empêcher. Pardon, je suis désolée, je fais que pleurer. Cette explosion de joie a un nom dans les milieux trans. On parle d'euphorie de genre. Petite parenthèse pédagogique. On le dit rarement, mais la découverte de sa transidentité ne vient pas nécessairement d'un mal-être aigu, d'un rapport conflictuel avec son genre et parfois son corps, ce qu'on appelle la dysphorie de genre. Elle peut venir aussi d'un sentiment de bien-être quand on se sent en cohérence avec son véritable genre, quand on s'exprime et qu'on est perçu comme on le souhaite. Associer transidentité et dysphorie de genre, c'est pas anodin. Ça perpétue une vision pathologisante des personnes trans qui est née à la fin du 19e siècle, selon laquelle les personnes trans sont malades et ont besoin d'être réparées par la médecine, d'être transformées en personnes normales. Arrêter de médicaliser les transidentités, ça voudrait dire accepter que les transidentités peuvent exister et être légitimes en tant que telles. Que le genre n'est pas figé à la naissance, quoi. Et ça, c'est encore difficile à accepter pour de nombreuses personnes. Revenons à Félix. Parce qu'elles vivent dans le milieu très protégé de Brooklyn, avec une école maternelle mobilisée sur ce sujet. Anna et Jason n'ont pas eu peur des réactions à l'école. Sur demande de la maîtresse, elles ont écrit un mot aux parents d'élèves. Les parents nous ont répondu de manière extrêmement bienveillante.
bienvenue Félix, tellement content pour lui, bien sûr on en parle. Donc tous les parents en ont parlé à leurs enfants. Et la transition s'est faite sans douleur, quoi. C'est arrivé de manière extrêmement naturelle. On n'a pas eu de questions. C'était un non-problème. Là où on savait que ce serait plus compliqué, c'était avec la famille étendue, les amis en France, les amis en Colombie, dans mon cas, et puis la famille, ma belle famille, la famille de Jason, en fait. Anna et Jason reçoivent des messages d'encouragement de certaines personnes et des questions de la part d'autres. Souvent la même. Est-ce qu'elle n'est pas trop jeune pour savoir ? Entre-temps, on a quand même consulté avec un institut ici à New York qui s'appelle l'Institut Ackerman, qui nous a extrêmement aidés à gérer cette transition, qui nous a beaucoup renseigné, qui nous a donné toutes les ressources nécessaires. Et puis, l'un des grands mantras de l'Institut Ackerman, c'est l'acceptation, c'est la protection. En France, il existe aussi des espaces d'accompagnement. Les services de pédopsychiatrie spécialisés sur ce sujet, dans plusieurs grandes villes de France, des associations comme Outrance, Grandir Trans, Contact ou encore Espace Santé Trans, et des groupes de parole. Donc on a quand même développé un vocabulaire, on a développé une bibliothèque interne de ressources, etc. Et la réponse, pour moi, elle était simple. C'était mais à quel âge tu as su, toi, que tu étais une fille ? À quel âge tu as su, toi, que tu étais un garçon ? Je l'ai toujours su. J'ai voilà. La réponse, elle est là, quoi. Je vois pas pourquoi ce serait différent, en fait. En fait, l'inquiétude chez un enfant qui transitionne, c'est toujours l'aspect médical. Tu sais, c'est toujours mais les hormones, la chirurgie, les machins. Et moi, ce que je leur disais, c'était évidemment, on n'en est pas là à un âge. Nous, on a le temps qui joue en notre faveur, parce que c'est arrivé tellement tôt que ça nous a permis d'utiliser les années, si tu veux, pour en parler avec Félix, pour lui rappeler qu'il est ce qu'il est, qu'il peut changer d'avis, qu'il peut changer d'idée, qu'il peut changer de sentiment, qu'on est là de toute façon. Et ça nous permet justement de retarder le moment où la transition médicale devra avoir lieu, quoi. Généralement, quels que soient les pays, il n'y a pas de traitement ou d'opération irréversible avant les 16 ou 18 ans des enfants. On propose seulement aux ados des bloqueurs de puberté ou inhibiteurs d'hormones. Des médicaments permettant de stopper la puberté, ce qui leur permet de se laisser le temps pour définir plus précisément l'identité de genre et le corps qui leur va. Et si l'enfant le demande, il peut arrêter le traitement, ce qui réenclenchera sa puberté. Et que même si on doit commencer une transition médicale, qu'il aura le temps à ce moment-là aussi de changer d'avis. Et donc voilà, donc je pense que ce qui est difficile à comprendre souvent pour les gens, c'est que c'est pas un seul moment de transition et que c'est irréversible. C'est une conversation qui continue d'arriver, peut-être pas tous les jours, mais en tout cas au moins, oui, souvent, plusieurs fois par semaine, ça revient. C'est comme, tu sais, c'est comme toutes les conversations difficiles qu'on peut avoir avec les enfants, des sujets qui reviennent, comment on fait les bébés, c'est une conversation qui revient. Félix a bien compris qu'il aura toujours le droit d'évoluer. Maintenant, je crois que je suis un garçon, Ouais. mais moi, je sais pas parce que ma vie change beaucoup. Elle change beaucoup comment ? Comme je suis une fille, je suis un garçon, Ouais. je veux être ça, je veux pas être ça. Donc, je sais pas. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, il faut choisir ? Non. Moi, je crois que toute ta vie, tu peux changer. Moi, je crois que je resterai garçon. Ma prédiction, c'est Ouais. je vais rester garçon. La voix d'adulte que vous venez d'entendre, c'est celle d'Emmanuelle, une ancienne institutrice de maternelle de Félix, avec qui il est resté en contact. C'est grâce à son travail notamment que Félix a pu transitionner dans les meilleures conditions possibles. Un peu avant qu'il entre en moyenne section, Anna la contacte. Anna me dit « Est-ce que je peux te voir ? J'aimerais bien faire une réunion. » Et c'est là où elle nous dit « Vous savez, avant c'était ce prénom, puis maintenant c'est Félix Léo. Et voilà, on voulait voir avec vous. Est-ce que vous vous sentez prête à l'accueillir ?» Donc on a fait tout un travail dessus aussi en la rassurant et en lui disant « Ah ben oui, mais bien sûr, enfin voilà, nous on est là pour lui, on est là pour vous. Si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas, on est là ensemble. » Pour tenir ses promesses, la directrice de l'école invite le personnel à suivre 2 ou 3 formations. Pour que tout le corps enseignant sache ce qui se passe. C'était par quelqu'un qui était dans l'école et qui
qui en fait sa spécialité, en fait, et qui s'est beaucoup informée, et qui nous a après parlé de ce qu'elle avait, elle, lu et compagnie, quoi. Mais pas que sur ce sujet-là, sur tout ce qui est anti-bias. Anti-bias, ça veut dire anti-préjugés. Quand il est arrivé dès la rentrée, tout de suite, on a refait tout un débat dessus. Et en fait, c'était très sympa parce qu'au début, Félix, il avait peur de dire des choses. Il était là, je suis un garçon, donc je vais montrer que je suis un garçon. Donc tous les camarades de la classe le voyaient en tant que garçon. Et quand on a réussi à faire en sorte qu'il y ait un espace assez sécurisant pour exprimer qui on était vraiment, c'est là où il a été... Oh, mais rien que d'en reparler, à chaque fois, j'ai les frissons parce que il était là, moi, vous savez, avant, j'étais une fille et il disait son prénom et je m'appelais comme ça. Mais voilà, mais maintenant, je suis Félix et tout. Et ils étaient tous là, oh, c'est super. Enfin, il n'y a jamais eu un manque de respect de qui il était, tu vois. Pareil, à un moment donné, il avait un problème aussi pour aller aux toilettes quand il était avant, parce qu'il avait trop peur que, quand il fallait l'aider, que on découvre que en fait, son genre n'est pas comme son sexe, et il avait une peur de ça. Et puis quand on en a parlé avec Anna, elle lui a dit non mais t'inquiète pas, les maîtresses sont au courant, si t'as le moindre problème, elles sont là pour t'aider. Et en fait, ça l'a vachement aidé là-dessus aussi, pour se sentir vraiment un peu comme à la maison, tu vois. Si Emmanuel a réagi aussi bien et aussi vite, c'est que son école avait comme philosophie de faire particulièrement attention à l'individualité de ses élèves et à leur bien-être. Et c'est aussi parce que, 1 an avant l'arrivée de Félix dans sa classe, elle avait déjà eu un élève qui n'était pas à l'aise avec son genre. Cet enfant s'appelle Beau. Une autre prof dans une autre école se serait probablement dit que Beau était un enfant difficile, point barre. Mais Emmanuel, en l'écoutant et en voyant ses dessins, a su voir ce qui bloquait. Dans ma classe, à ce moment-là, j'en avais un qui était là, moi je me sens pas fille, je sais pas si je suis garçon, mais je veux être un garçon, et qui, parce que ses parents ne l'écoutaient pas, le passait par des dessins, et elle était là en me disant, voilà, tu vois, ça, c'est des filles, je les mets en prison, je leur coupe la tête, et moi, je suis le roi. Et c'était des images tellement violentes qu'à un moment donné, quand on a eu une réunion avec les parents, j'étais voilà, votre enfant, nous... Et elle nous dit que elle se sent pas fille et que ça la ronge. Et voilà ces dessins qui nous montrent bien qu'elle veut qu'on la voie comme un garçon. Donc, dans notre classe, moi, je prends l'enfant et ses envies. Donc, si à ce moment-là, elle veut être un garçon, je vais le prendre comme un garçon et on va faire un tour de table avec tout le monde en disant bien les pronoms et que, voilà, maintenant, Beau, vous dites elle, mais non, c'est il et on respecte que ça soit il. En genrant Beau au masculin, Emmanuel suit les directives de la ville de New York. Là-bas, depuis 2012, le personnel éducatif doit accompagner les élèves dans leur réflexion autour du genre et respecter leurs pronoms choisis. Pas besoin d'une autorisation des parents. En France, une directive de l'éducation nationale a aussi été publiée en réponse au suicide d'enfants trans harcelés et mégenrés à l'école. C'était seulement en septembre 2021. Elle recommande notamment aux établissements d'utiliser les prénoms et pronoms d'usage choisis par les élèves trans, mais si et seulement si les parents ont donné leur aval. C'est une avancée importante parce que l'éducation nationale reconnaît enfin que les questions de genre ont leur place à l'école. Mais en même temps, ça met en difficulté les élèves qui ont peur des réactions de leur famille. Avant cette directive, certaines écoles prenaient l'initiative de respecter les prénoms et pronoms de ses enfants, sans en informer les parents. Désormais, c'est plus possible. Bref, revenons-en à la discussion entre Emmanuel et les parents de Beau. Et les parents, au début, ils étaient mais non, mais elle est trop jeune pour ça, c'est pas possible. Je fais, mais oui, mais là, en ce moment, on le sent qu'elle est frustrée parce que elle se sent pas entendue. Donc, c'est pas de dire que, voilà, je vais changer du tout autour, c'est écouter-la et puis, voilà, respecter. Et juste après, le lendemain, c'était drôle parce que la maman est arrivée et d'un coup, Beau, elle avait les cheveux longs
Et elle s'est coupé les cheveux. Elle fait oui, on est allé chez le coiffeur, voilà. Et puis maintenant, mais on sentait qu'elle voulait changer. Je le fais choisir ses vêtements et voilà. Pour l'instant, je vais accepter que ça soit à il. De son côté, Emmanuel amorce des discussions sur le genre avec ses élèves. Il y avait tout un travail dessus en disant oui, puis il y a des garçons qui ont le vernis, qui portent des jupes, et les filles, on porte des pantalons. Et une fois qu'on a dit c'est beau, ils se genrent en il, donc on respecte, et ça a changé complètement la dynamique. Vraiment, c'était plus des journées difficiles où tu voyais qu'elles voulaient faire du mal aux filles. C'est beaucoup plus agréable parce que on le respecte. Cette première expérience a permis à Emmanuelle d'être prête pour Félix. Et depuis, elle a accompagné plusieurs autres enfants en questionnement ou avec un rapport au genre hors norme. Et ces dernières années, Emmanuelle remarque un changement plus global. Je trouve qu'avec la pandémie, il y a eu vraiment un truc où les personnes se sont repliées sur eux-mêmes et se sont dit j'ai du temps pour moi, pour savoir vraiment ce que je veux, mes envies, mes désirs, qui fait que ça, il y a eu d'un coup une montée de ça où on peut s'exprimer comme on veut et on n'est pas des filles, on n'est pas des garçons, on est entre les deux, où on est plus, on est moins, on est voilà, et c'est là où ça a commencé, en tout cas ici à New York, c'est là où on a vu que ça s'est vraiment amplifié et que on a de plus en plus des discussions sur le genre. Après le confinement, Félix est rentré en primaire. Sa classe a reçu un cours sur les identités LGBTQ+, qui permet de parler de diversité. Parce qu'au fur et à mesure que les enfants grandissent, le discours sur le genre devient plus nuancé et plus précis. Est-ce que tout le monde sait que tu es trans ou pas ? Oui, tout le monde. Tout le monde ? Quand est-ce que tu l'as dit ? Quand on a fait une unité sur LGBT. Ouais, c'est là où tu l'as dit ? Est-ce que en changeant d'école, t'as l'impression qu'il faut que tu le dises ? Que t'es trans ? Parce que j'aime le dire. Est-ce que tu en parles des fois à tes amis ? Oui. Ouais. C'est juste aux occasions quand on parle des personnes LGBT, mais quand c'est très normal, on parle d'autres choses. Félix a aussi eu la chance de rejoindre le Rainbow Club de son école. Les clubs arc-en-ciel, ce sont des groupes qui accueillent les enfants LGBTQ+, et leurs alliés. L'année dernière, son école était la première école publique new-yorkaise à participer à la Marche des Fiertés. Félix était là, avec toute sa famille, et Emmanuel aussi. Moi, je me souviens, tu montrais ton drapeau et tu faisais coucou à tout le monde, et tout le monde t'applaudissait. Ça me faisait les frissons tellement c'était beau. J'avais une cape avec le drapeau trans. Je disais bonjour à tout le monde. Bien sûr, tout n'a pas été facile. Certains enfants ont refusé de le traiter comme un garçon. Cela dit, Félix n'a pas l'air d'avoir été trop perturbé. Moi, je croyais que si je l'ignorais, ils vont se calmer. Félix est tout à fait conscient des risques qu'il pourrait rencontrer ailleurs, dans un environnement moins privilégié. Parce qu'on ne sait pas qui soutient les personnes LGBT et qui ne les soutient pas. Ne serait-ce que dans d'autres écoles de New York. Certains instituts et profs de la ville refusent encore de respecter la transidentité de leurs élèves. Mais grâce au soutien qu'il reçoit et aux enfants et adultes LGBTQ+, qu'il rencontre, notamment au club arc-en-ciel, il se sent fort. Tout le monde est là et je peux dire à tout le monde que je suis trans. Donc j'aime parce qu'on peut être ouvert. Ce témoignage de Félix, il est extrêmement précieux. Et je pense que plus on sera capable d'entendre ce genre de paroles, de vraiment les écouter, mieux on se portera. Est-ce que tu aimerais dire quelque chose à des enfants trans ? Si quelqu'un se moque de toi, juste ignore-les et ils vont probablement se calmer. Ce que je retiens de tous ces témoignages d'enfants qui envoient valser les normes, mais aussi de toutes les interviews faites pour ce podcast, c'est que plus on apprend à nos enfants à s'écouter,
à s'aimer et à exprimer leurs différences, plus nos enfants sont forts, équilibrés et heureux. En leur parlant de la diversité de notre société, on leur apprend à aimer les autres. En leur parlant des normes sexistes, on leur apprend à vouloir se battre pour plus de justice. Et franchement, j'ai hâte de voir grandir Félix, Gaspard, Gabi, Ulysse, Cyrus, Zi et R. Et aussi Jo, bien sûr. De voir ce que leur liberté peut accomplir. Merci de m'avoir écouté. Au revoir. Bye bye. Au revoir tout le monde et bonne réflexion. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était le dernier épisode du hors-série Bienvenue bébé. Merci 1000 fois à Paradiso Media de m'avoir produit à l'époque, à ma talentueuse productrice Suzanne Collin et à notre réal monteur mixeur du tonnerre Théo Albaric. Merci aussi à toutes les personnes qui nous ont raconté la place du genre dans leur famille, notamment les incroyables Gabriel Richard, Martin Page et René Grezard. Sans oublier Gabi et son parent David, Gaspard et son parent Flora, et bien sûr Félix et son parent Anna. Si, comme moi, vous vous demandez ce qui leur est arrivé depuis l'enregistrement de cette série en 2023, et surtout comment elles vont, j'ai une excellente nouvelle pour vous. Elles ont tous accepté de nous donner de leurs nouvelles. Ce sera dans un épisode inédit diffusé dans 2 semaines. Avant ça, je vous propose un autre épisode bonus, une interview longue de Félix et Anna, dont le quotidien a été chamboulé avec l'élection de Donald Trump. Elles nous racontent leur réalité depuis l'arrivée au pouvoir du régime transphobe, mais aussi leur choix de venir en France pour que Félix soit accompagné médicalement pendant sa puberté, et l'accueil qui leur a été fait à l'hôpital pédiatrique. À la semaine prochaine! Vous venez d'écouter un épisode de Paillettes et Préjugés. Paillettes et Préjugés est un podcast 100% indépendant, gratuit et sans publicité. Il existe grâce à vos dons. Merci à toutes les personnes qui le rendent possible. Si vous aussi vous avez hâte d'écouter de nouveaux épisodes, et si vous le pouvez, allez tout de suite sur Ulule. Le lien est en description du podcast. En plus, en contribuant, vous pouvez rejoindre la super sympa, super utile communauté WhatsApp des abonnés. Et pour profiter de contenus inédits, suivez Paillettes et Préjugés sur Instagram et par newsletter, c'est gratuit. Paillettes et Préjugés est un podcast d'Aline Laurent-Maillard, monté par Pauline Bouillot. Le générique est aussi de Pauline Bouillot, avec une musique de Délide et les voix de Clémentine, Gabriel, Jo, Félix et Louze. À la semaine prochaine!